Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un problème qui est très présent dans les échanges aujourd'hui médiatiques, supports, télé, etc. Le harcèlement scolaire. La question est pourquoi certains enfants attirent à eux le harcèlement scolaire, pourquoi même en changeant parfois de lieu, le harcèlement continue. Alors, dans mes vidéos, je vous explique un peu la programmation de l'inconscient, à savoir symboliquement qui représente quoi. Alors, je vous redis cette petite organisation de programmation dans l'inconscient, simplement. La façon dont je perçois ma mère détermine l'image de la femme, mes relations avec la hiérarchie féminine, l'estime de moi, comment moi je me vois, et ma vie affective. La façon dont je perçois mon père va déterminer ma relation avec le monde extérieur, les autres en général, l'image de l'homme, mes relations avec la hiérarchie masculine, la réussite professionnelle et le rapport à l'argent, à la matière, la reconnaissance aussi. Ça, c'est pour les parents. Et la façon dont je perçois ma fratrie va déterminer mes relations avec mes collègues, mes amis, mes voisins et mes éventuels associés. Alors imaginons que j'ai une grande sœur jalouse. Voilà, je suis née 2 ans après elle. Elle était toute seule, elle était très contente d'être enfant unique, et paf, j'arrive pour lui piquer un peu la vedette en deuxième. Alors moi, comme je ne connais pas l'état d'enfant unique, ça ne va pas me poser de problème, puisque je ne connais pas d'autres situations. J'arrive, il y a déjà une grande sœur, et ça ne me pose pas de problème. Donc, le fait d'être un bébé collé à sa maman dans les yeux de ma grande sœur qui a 3 ans, imaginons, va lui donner l'impression que notre mère l'abandonne à mon profit, ce qui n'est pas tout à fait vrai ni faux, dans le sens où, comme je suis un bébé, j'ai besoin d'une attention constante et permanente toute la journée. Donc cette grande sœur va nourrir des velléités envers moi, elle va être agressive ou va me maltraiter, comme on voit souvent chez les petits, il n'y a rien de... Jusque-là, tout va bien, rien d'anormal. Voilà, on appelle ça les petites luttes intestines. Ça arrive quasiment dans toutes les fratries, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est comment moi je le vis. Alors, comme je n'ai rien fait de mal à ma grande sœur, je vais conclure que j'ai forcément fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi, qui va, chez moi, déployer un sentiment et faire naître un sentiment de culpabilité. D'accord? Donc, quand je vais à l'extérieur, alors quand je vais à l'école, vu que ma fratrie est représentée symboliquement par les collègues, les amis, les voisins, les associés, donc je suis une enfant. Je vais au primaire, et là, donc je m'applique à être une bonne enfant, une bonne élève, etc. Je suis plutôt d'un caractère calme et gentil. Et là, une élève de 3 ans de plus que moi, donc imaginons que moi je sois au CP, donc elle va être CP, CE1, CE2, imaginons au CM1, et à la récré, elle va venir me tirer les cheveux, me pousser, me martyriser. Pourquoi est-ce qu'elle va venir spécifiquement, alors qu'elle n'est pas dans ma classe, me harceler moi? Je ne suis pas la seule élève de l'école, je ne suis pas la seule élève de la classe et je ne suis pas la seule fille. Mais il se trouve que cette fille-là, elle a une petite sœur qui a la même place que moi, en fait, dans sa famille, et pour elle, qui lui a piqué sa place. Donc, elle a de la jalousie et de la colère envers cette petite sœur, et comme moi j'ai exactement le même problème, c'est-à-dire que j'ai un problème avec ma grande sœur, elle a un problème avec sa petite sœur, donc ça colle. C'est comme une histoire d'amour, vous voyez, un coup de foudre. Donc elle va être inéluctablement attirée par moi, et dans un désir sadique, puisque moi j'ai une fréquence de culpabilité, donc j'émets un signal, je suis coupable d'être née, je suis coupable d'exister aux yeux de ma grande sœur. Ben, elle est en colère d'avoir une petite sœur, donc ça marche très bien. Donc, je vais m'attirer inconsciemment dans mon rail la maltraitance d'une grande sœur symbolique. D'accord? Alors, imaginons, alors évidemment, si je change d'école, il y a 2 solutions. Ou ma conviction d'enfant est assez forte, et celle de mes parents aussi, pour dire, quand tu vas changer d'école, ça va s'arrêter. Et du coup, cette conviction, cette croyance devient un programme dans mon inconscient, et du coup,
fonctionne, c'est-à-dire que j'ai la conviction, la certitude absolue qu'en changeant d'école, ça va s'arrêter. Donc ça s'arrête, d'accord? Parce que mes parents n'ont pas de doute dessus, donc moi je crois à mes parents, j'ai 6 ans. La deuxième solution, c'est que malheureusement, mon programme est toujours actif, puisqu'on n'a pas réglé à la source. Donc le programme est toujours en train d'émettre un signal de culpabilité d'être né par rapport à la grande sœur. Donc si jamais dans ma nouvelle école, il y a de nouveau une grande sœur avec le même écart d'âge de ma grande sœur à moi, qui a un problème avec sa petite sœur, je vais encore me retrouver dans une situation de maltraitance. L'autre possibilité qui active ce programme, c'est l'héritage. Donc, imaginons, je n'ai pas de sœur. C'est quand même terrible d'être embêté par des avatars de sœurs alors que je n'ai pas de sœur. Je suis fille unique, imaginons. Mais cependant, ma mère a 2 sœurs et ma mère a un conflit de fratrie. Ou alors, imaginons un conflit avec son grand frère. Et bien, malheureusement pour moi, je suis porteuse, parce que génétiquement, je suis la fille de ma mère, hein, donc je vous rappelle la loi de Jung. Alors moi, j'appelle ça la loi de Jung, mais ça ne s'appelle pas comme ça, hein, c'est juste que c'est Gustav Jung qui l'a dit. Tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans l'ADN et se transforme en destin pour les descendants. Donc ça veut dire que je vais me balader avec une programmation dans mon ADN, avec un conflit de fratrie. Alors imaginez, nous portons quand même 7 générations dans nos gènes d'histoire de famille, et malheureusement, en général, au-dessus, les problèmes ne sont pas trop traités. Il y a toujours cette vieille histoire de si tu vas chez le psy, c'est que tu es fou. Alors, je ne vous dirais pas le contraire, hein. Si vous allez chez un psychiatre, c'est que peut-être vous avez une maladie mentale. Mais les thérapeutes, alors aujourd'hui, on utilise un peu plus le mot thérapeute, qui est beaucoup moins effrayant que le mot psy, parce que psy est égal à fou, thérapeute, ça va, ça fait un peu plus développement personnel, donc on se détend un peu. Donc si jamais j'ai une histoire, un conflit de fratrie hérité de ma lignée maternelle ou paternelle, je vais émettre de la même puissance le signal d'un conflit de fratrie, d'une jalousie fraternelle, d'une rivalité fraternelle qui va malheureusement se matérialiser avec un autre enfant qui lui aussi est porteur d'un programme de conflit de fratrie. Alors il faut savoir que l'enfant jaloux, la sœur aînée ou le frère aîné, ou, dans l'exemple que je donne, est une victime de son point de vue, puisqu'elle est abandonnée par la mère au profit d'un nouvel enfant. Et que, en vrai, si on est honnête, souvent les mamans qui sont très attentionnées avec leurs enfants, quand elles font un premier enfant, c'est un sujet de consultation, hein. Il y a des mamans qui viennent en disant, oh là là, nous avons vraiment envie d'avoir un deuxième enfant, mais on a tellement peur de trahir le premier, qu'ils se sentent abandonnés, blessés, etc. La vérité, c'est que c'est pas un sujet. C'est pas, on peut pas choisir de toute façon comment on aime nos enfants. Et non, je ne vais pas vous dire que toutes les mères aiment leurs enfants, que tous les pères aiment leurs enfants et que tous les enfants aiment leurs parents, c'est faux. Je le dis assez souvent, l'amour n'est pas un choix. C'est souvent une question d'affinité, c'est une question de programme. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus complexe mathématiquement que juste un choix d'aimer. Il n'y a pas de choix d'aimer. Vous n'avez pas un petit bouton on-off qui vous dit je t'aime ou je t'aime pas. C'est une histoire d'affinité, c'est une histoire de carte mère, c'est une histoire de programme, c'est une histoire de gènes. Enfin, il y a tellement de paramètres qui nous échappent totalement. Alors, que j'essaye de mettre en lumière, évidemment, pour comprendre tout le système et trouver des solutions aux problèmes. Mais voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que si vous avez des enfants ou si vous connaissez des enfants qui sont harcelés au niveau scolaire, au-delà de ne pas laisser passer, et moi, en tant que pédopsychanalyste, j'assume totalement et je prends mes responsabilités, ça n'engage que moi certainement, mais voilà, je fais pas partie des gens qui vont conseiller aux parents de dire laissez faire, c'est des histoires d'enfants. Non. Je veux dire, avec aujourd'hui ce qui se passe, les suicides à répétition et les réseaux qui s'en mêlent, soyez vigilants avec vos enfants. Si jamais un enfant martyrise le vôtre, rien ne vous empêche d'aller à la sortie de l'école et gentiment de faire acte de présence, de parler à cet enfant en disant voilà, il faut que tu t'arrêtes en fait d'embêter, de faire du mal à mon enfant, parce que je ne vais pas m'en arrêter là. Voilà. Montrez à votre enfant que vous êtes présent et que vous êtes protecteur, et montrez à l'autre enfant que votre enfant n'est pas vulnérable et n'est pas tout seul.
qu'il est défendu aussi. Voilà. Même si à l'école, on vous dit qu'il ne faut pas s'en mêler, bah si, il faut s'en mêler parce que des fois, ça démarre sur des petites choses et ça se termine très très mal. Voilà, on voit en pédo, en consultation, énormément de gamins qui sont traumatisés, choqués, qui ne veulent plus aller à l'école. Aller à l'école avec la boule au ventre, c'est pas un épiphénomène, ça touche beaucoup d'enfants. Et je trouve que malheureusement, comme ça concerne souvent les enfants vulnérables, les enfants hypersensibles, ils ont un bon fonctionnement intellectuel, un cerveau qui marche très bien. Il est hors de question de dégoûter les études d'un enfant sous prétexte que le contexte social est compliqué. Mais il y a des solutions à tout et il y a une explication à tout. Voilà. Moi, je me suis mise au défi dans mon activité professionnelle, et j'en ai fait mon dada d'ailleurs, hein, c'est aussi ma carte de visite, d'explorer l'inconscient, de trouver la source de pourquoi il se passe ceci, pourquoi il se passe cela, et je trouve les explications, c'est toujours logique, c'est toujours simple. Il ne faut pas penser que l'être humain est plus intelligent que la nature, c'est complètement idiot. Euh, tout est... Il y a une espèce de perfection mathématique dans l'inconscient qui, lui, cherche toujours une solution, un compromis pour vous sauver. Et en fait, le fait que les histoires se répètent et que les problèmes se répètent, hein, c'est comme une femme qui tomberait 10 fois sur des hommes maltraitants ou alcooliques. L'idée de la répétition, comme dans un bug informatique, c'est juste de vous signifier qu'il faut régler le problème. Et que tant que le problème n'est pas réglé, il n'y a pas de solution. Et si dans une lignée, on cumule, et qu'à aucun étage, c'est-à-dire à aucune génération, il y a quelque chose de fait, on laisse les choses en l'état, n'oubliez pas, tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans l'ADN et se transforme en descendant. Donc vous allez voir apparaître des pathologies de plus en plus dans la descendance, des polypathos, parce que émotionnellement, quand ça se coince, quand ça reste imprimé dans les gènes et que ça reste coincé là, bah, ça se transmet en dessous, mais à un moment donné, il faut bien que ça trouve un moyen de s'exprimer, tout ça. Et dans l'étude un peu de la symbolique du corps, on peut retrouver le type un peu de problème que vous portez au travers du symptôme. J'ai déjà parlé, par exemple, de l'endométriose ou de tous les problèmes pardon, de femmes qui bloquent la fertilité. Je veux dire, c'est pas très très compliqué de comprendre que si vous avez la fertilité bloquée, c'est que transgénérationnellement au-dessus, avoir un enfant, ça a été dramatique. Alors, pour un milliard de raisons. Parce que l'enfant n'est pas désiré, parce que l'enfant arrive au mauvais moment, parce que l'enfant est un produit d'abus, parce que c'est une bouche de trop à nourrir, parce que c'est... Enfin, je veux dire, il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est pas l'arrivée d'un enfant n'est pas propice, que, surtout quand il n'y avait pas de moyens de contraception à une certaine époque. Aujourd'hui, heureusement qu'on peut choisir d'avoir des relations sexuelles si on en a envie, et d'avoir un enfant si on en a envie. Et puis je me faisais une réflexion qui n'a rien à voir avec le sujet de départ, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je digresse à tour de bras, mais c'est comme ça, j'assume. Euh, je me faisais cette réflexion hier soir, étrange, où je me disais, il y a 30 ans, jusqu'à il y a 30 ans, 20 ans peut-être encore, je sais pas, être fille-mère, c'était la fin des haricots. Voilà. C'était la honte sur la famille, c'était le drame, c'était l'horreur, il fallait cacher l'enfant, la femme c'était une mauvaise fille, enfin bref. C'était le drame. Et quand je vois aujourd'hui toutes ces femmes que je reçois qui ont comme projet de faire un bébé toute seule, ça choque personne. Voilà, c'est devenu un état normal. Alors, tant mieux. Tant mieux pour les mamans, parce qu'aujourd'hui, celles qui se font abandonner par le papa, qui n'assument pas la maternité ou pour d'autres raisons, bah, elles ne sont plus estampillées mauvaises filles, de mauvais genre ou je ne sais quoi, de mauvaise vie, comme on disait à l'époque. Euh, donc voilà, c'est devenu normalisé, heureusement. Je reprends le sujet de la maltraitance, du harcèlement scolaire. Je vais même vous dire autre chose, parce que pour moi, c'est pas normal. Les punitions générales, alors j'en parle évidemment aux parents que je reçois, c'est pas une nouveauté pour ceux qui me connaissent. Je suis contre la punition collective. Je suis contre la normalisation de l'injustice
d'une manière générale, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi un enfant qui est premier de la classe, qui se comporte bien, qui fait bien ses devoirs et qui a d'excellentes notes serait puni avec les autres. Moi, je trouve que c'est de la flemme de la part de l'enseignant. Je sais bien qu'il y a 35 élèves par classe et qu'il y a trop d'enfants et que c'est compliqué dans certains endroits, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, je sais que c'est pas aux profs de faire la loi, d'éduquer les enfants, mais c'est pas non plus aux enfants d'être victimes d'injustice parce que le système est mal foutu. Donc, je m'adresse aux parents qui ont des enfants qui sont premiers de la classe ou brillants et qui ont une maîtresse ou un maître qui propose des punitions générales, de s'insurger et d'être contre. Voilà, au moins ça. Voilà, voilà pour l'école aujourd'hui où j'ai complètement digressé sur la, euh, la grossesse et les chimères. Ben voilà, bon, ça parle toujours d'enfants, etc. Bonne journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles explications.